La nuit dernière, le ciel du Moyen-Orient s'est embrasé d'une manière que nous redoutions tous en secret, mais que personne n'osait vraiment imaginer. Je regardais les images brutes défiler sur mes écrans, ces lueurs oranges déchirant l'obscurité, le hurlement mécanique des sirènes d'alerte, et j'ai senti un frisson glacé me parcourir l'échine. Honnêtement, même moi, après des années à analyser les rouages les plus sombres de la géopolitique, j'ai du mal à y croire. Le monde a basculé cette nuit, et la plupart des gens dorment encore sans réaliser que l'onde de choc se dirige droit vers eux. L'Iran a un nouveau chef suprême, il s'appelle Mojtaba Khamenei. Et sa toute première action officielle, l'encre de sa nomination à peine sèche, a été de déclencher l'un des bombardements les plus massifs et les plus violents que l'État d'Israël ait jamais subi. Les vidéos de cette attaque aérienne sont d'une brutalité indescriptible. On y voit des pluies de missiles s'abattre sur le territoire israélien sans qu'aucune interception n'apparaisse à l'écran. C'est le chaos total. Israël est littéralement pilonné. Et pendant que ces missiles pleuvent, une panique silencieuse et mortelle s'est emparée des plus hautes sphères du pouvoir américain, au point que les États-Unis évacuent soudainement, dans l'urgence absolue, leurs ambassades au Moyen-Orient. Les analystes militaires avec qui je discute sont livides. Ils nous préviennent que nous venons de franchir l'ultime seuil avant la dernière étape de l'escalade, la bombe atomique. La seule question qui résonne désormais dans les couloirs du pouvoir est de savoir si quelqu'un, quelque part, a encore la lucidité de tirer la sonnette d'alarme, ou si nous allons plonger tête la première dans le cauchemar absolu. Laissez-moi vous emmener dans les coulisses de ce qui s'est réellement passé cette nuit, car ce qu'on vous dit aux informations n'est que la surface d'un océan de ténèbres. Tout a commencé hier soir. Dans le secret et la tension extrême des cercles de pouvoir iraniens, ils ont élu le successeur d'Ali Khamenei. Les médias d'État l'ont annoncé tôt ce matin, dans une atmosphère électrique. L'Iran a nommé Mojtaba Khamenei comme nouveau guide suprême du pays, suite à la mort de son père. Mais pour comprendre la folie de cette situation, il faut s'attarder sur le profil de cet homme. Mojtaba n'est pas son père. À 56 ans, il est relativement jeune pour un tel poste de pouvoir absolu. Mais surtout, il n'est pas un haut dignitaire religieux traditionnel. C'est un homme de l'ombre, un candidat viscéralement lié aux gardiens de la Révolution, le bras armé et idéologique le plus dur du régime. Il a connu les tranchées sanglantes de la guerre Iran-Irak. Il a vu la mort de près, il a évité la lumière publique pendant des décennies pour mieux tisser sa toile dans les arcanes militaires du pays. Et voici le détail glaçant, le point fondamental qui change absolument tout. Sa propre femme, Zara, a été tuée en même temps que son père lors de la récente frappe aérienne israélienne. Lui-même aurait dû périr dans ce bombardement. Il a échappé à la mort par miracle. Je sais ce que vous pensez en entendant cela. Vous imaginez cet homme, debout dans les ruines, le cœur dévasté par la perte de son épouse et de son père, sachant qu'il était lui-même la cible. Vous imaginez la rage pure et froide qui a dû s'emparer de son âme. Il n'y a plus de place pour la diplomatie dans l'esprit d'un homme qui vient de perdre sa famille dans un bain de sang. Il a survécu. Il a été hissé au sommet absolu du pouvoir par une faction militaire impatiente d'en découdre, et il ne connaît désormais plus qu'un seul mot, une seule obsession viscérale, la vengeance. Nous avons donc affaire à un leader militaire suprême qui n'a plus rien à perdre sur le plan personnel. Un homme dont le sang bouillonnait alors qu'on lui remettait les clés d'un arsenal dévastateur. Alors, je vous le demande, quand un homme brisé par le deuil accède au pouvoir absolu avec une armée à sa disposition, qu'arrive-t-il vraiment à la notion de justice internationale ? Je fais souvent une pause quand je vois ce genre de scénario se dessiner, car cela nous renseigne profondément sur la nature du pouvoir lui-même. Le pouvoir n'est jamais une entité froide et rationnelle. Nous aimons croire que les chefs d'État prennent des décisions basées sur des calculs géopolitiques complexes, sur des tableaux de risques et des stratégies à long terme. Mais la vérité, c'est que le pouvoir politique est presque toujours l'otage de la psychologie humaine. La vengeance, le traumatisme non guéri, l'orgueil blessé, ce sont ces forces invisibles qui guident la main de ceux qui appuient sur les boutons rouges. Quand la douleur personnelle d'un seul homme s'aligne avec la puissance militaire d'une nation tout entière, ce n'est plus de la politique. C'est une tragédie grecque à l'échelle mondiale. Et nous, les citoyens ordinaires, nous sommes les figurants sacrifiés sur l'autel de leur tragédie personnelle. Ne l'oubliez jamais, derrière chaque mouvement militaire qui bouleverse le monde, il y a souvent un cœur humain consumé par des émotions très primaires, et cette soif de vengeance n'a pas tardé à se manifester. Comme je vous le disais, sa toute première décision en tant que guide suprême a été terrifiante de rapidité. Il a ordonné une attaque massive contre Israël. La télévision d'État iranienne a exulté en direct, rapportant que l'Iran, sous la nouvelle direction de l'ayatollah Mojtaba Khamenei, avait lancé des salves de missiles sur ce qu'ils appellent les territoires occupés. Sur l'application Telegram, canal de communication privilégié dans cette région, un message glaçant a circulé et a été relayé massivement.
Il montrait la photo d'un missile prêt à être tiré avec un slogan inscrit dessus. « Sur ton ordre, montre-leur, Mojtaba ». Ce message n'était pas qu'une propagande creuse, c'était un serment de sang, un acte d'allégeance absolue des forces armées envers leur nouveau maître. Et honnêtement, cela ne m'a pas du tout surpris. Les gardiens de la révolution islamique ont été les tout premiers à lui jurer fidélité, suivis immédiatement par l'armée régulière, puis par les forces de police nationale. Le pays tout entier, ou du moins son appareil répressif et militaire, s'est rangé en ordre de bataille derrière cet homme endeuillé. Les vidéos de l'attaque sont là pour prouver que ce n'était pas un simple avertissement. C'était une démonstration de force destructrice. Je regarde ces images de la nuit. Ces innombrables traînées lumineuses perçant les nuages pour s'écraser au sol dans des explosions assourdissantes. Ce qui me glace le sang, c'est l'absence de défense visible. Le dôme de fer israélien, cette merveille technologique censée être impénétrable, semble avoir été saturé, submergé par le nombre et la violence des frappes. C'est l'un des plus grands bombardements de cette guerre, peut-être le plus grand. Et le pire, c'est que je suis intimement convaincu que ce n'est qu'un sinistre prélude. Mais pendant que le Moyen-Orient s'enfonce dans les flammes, que se passe-t-il à Washington? Comment réagit l'homme qui se veut le maître du monde occidental? Donald Trump a fait une déclaration jeudi matin qui défie littéralement l'entendement. Il a affirmé qu'il aurait dû être impliqué dans la nomination du prochain dirigeant iranien et que le choix de Mojtaba était, selon ses propres mots, inacceptable. Quand j'ai lu cette dépêche, j'ai cru à une mauvaise blague. Trump, tranquillement installé loin des bombes, décrète que les processus internes d'une nation souveraine hostile devraient requérir sa validation personnelle. Cela démontre une fois de plus que les réalités du terrain et les souverainetés nationales n'ont aucune valeur pour lui. Dans son esprit, il est le roi absolu du monde, le seul autorisé à distribuer les couronnes, même à ses pires ennemis. C'est le niveau ultime de la déconnexion politique. Nous sommes habitués à ces sorties grandiloquentes, d'autant plus qu'il a déjà initié des conflits majeurs pratiquement à lui tout seul. Mais cette déclaration en pleine escalade militaire est d'une arrogance suicidaire. Cela me pousse à me poser une question fondamentale sur la façon dont nos dirigeants perçoivent le monde. Face à un ennemi qui vient de prouver sa capacité de destruction massive et sa détermination meurtrière, comment un chef d'État peut-il encore croire que de simples paroles d'intimidation suffiront à plier le réel à sa volonté? Cette déconnexion me fascine et me terrifie à la fois. Elle soulève un point crucial sur la manipulation et l'ego dans les hautes sphères de la stratégie mondiale. L'ego est la drogue la plus dangereuse pour un dirigeant politique. Lorsqu'un leader commence à croire que sa seule volonté verbale peut modifier la trajectoire de l'histoire, il cesse de voir la réalité telle qu'elle est. Il ne voit plus les bombes qui tombent, il ne voit plus les peuples qui meurent, il ne voit qu'un échiquier sur lequel il refuse d'admettre que d'autres joueurs peuvent bouger les pièces sans sa permission. C'est une leçon terrible sur la nature de la gouvernance moderne. Nous confions souvent les rênes de nos destins à des hommes qui vivent dans des réalités alternatives, persuadés de leur toute-puissance, jusqu'à ce que la réalité brute, violente et implacable vienne frapper à leur porte. L'arrogance n'est pas une stratégie, c'est une faiblesse mortelle qui aveugle ceux qui devraient nous protéger. Et cette réalité implacable, elle est en train de prendre une forme que le monde redoute depuis des décennies. Les analystes militaires les plus aguerris, ceux dont la voix tremble rarement, tirent aujourd'hui la sonnette d'alarme sur une dimension totalement nouvelle de ce conflit. L'arrivée de Mojtaba Khamenei au pouvoir change l'équation la plus dangereuse du monde, celle du programme nucléaire iranien. Il faut comprendre une chose essentielle. Ali Khamenei, le père décédé, était l'homme qui bloquait la fabrication de la bombe atomique. Malgré toutes les tensions, il avait émis une fatwa, un décret religieux, interdisant la création d'armes de destruction massive. Il maintenait l'ambiguïté, s'approchait du seuil, mais refusait de franchir le Rubicon. Aujourd'hui, les médias internationaux et les services de renseignement craignent que Mojtaba, ce militaire dur, endurci par la guerre et ivre de vengeance, n'ait aucun de ses scrupules religieux. L'Arabie saoudite a même multiplié les avertissements officiels. Bien que des installations nucléaires iraniennes aient été endommagées par des bombardements américains récents lors de ce conflit étalé sur 12 jours entre Israël et l'Iran, le constat reste terrifiant. L'Iran possède toujours des stocks d'uranium hautement enrichis, dissimulés profondément sous les montagnes, à l'abri des bombes conventionnelles. Ils ne sont techniquement qu'à quelques pas de pouvoir assembler un dispositif nucléaire militaire. Mojtaba a désormais le pouvoir absolu sur les forces armées et sur ce programme nucléaire. Il pourrait décider, aujourd'hui même, de faire ce que son père n'a jamais osé faire, ordonner la finalisation de la bombe atomique. La situation est littéralement en train de nous exploser au visage. Par une ironie tragique et macabre, Israël et les États-Unis ont assassiné le seul homme au sommet de l'État iranien qui freinait l'armement nucléaire. Et en retour, ils ont placé sur le trône un jusqu'au-boutiste impitoyable qui a fait le serment de venger le sang de sa propre famille.
Donald Trump semble d'ailleurs commencer à comprendre la monstruosité de la boîte de Pandore qu'il a contribué à ouvrir. Les signaux d'alarme s'allument partout à Washington, au point que le gouvernement américain a initié des procédures d'évacuation de ses bases et de son personnel diplomatique au Moyen-Orient. Et c'est l'Arabie saoudite qui ouvre le bal. Le département d'État américain a émis un ordre de départ obligatoire pour ses diplomates et ses employés à l'ambassade de Riyad, exigeant qu'ils quittent immédiatement le pays. C'est un mouvement d'une gravité exceptionnelle. C'est la toute première fois depuis le début de la guerre entre l'Iran et Israël que le gouvernement américain ordonne une évacuation d'une telle ampleur en Arabie saoudite. Les fonctionnaires américains ont soudainement pris conscience des risques immenses qui pèsent sur la région. Quand j'ai vu cette dépêche tomber, j'ai compris que l'envers du décor était bien pire que ce qu'on nous laissait entrevoir. Si Trump ordonne à ses propres ressortissants de fuir le Moyen-Orient au beau milieu de la nuit, cela ne peut signifier que deux choses. Soit les États du Golfe, terrifiés à l'idée de subir les foudres de l'Iran, chassent silencieusement les Américains pour ne pas devenir des cibles collatérales. Soit, et c'est le plus probable, Trump et ses services de renseignement ont appris de sources internes que le personnel américain dans toute la région est sous la menace imminente d'une attaque massive orchestrée par le nouveau guide suprême iranien. La panique s'empare de l'administration américaine, et c'est là que l'on doit s'interroger en tant que citoyen du monde. Quand les gouvernements commencent à évacuer leurs propres agents en urgence tout en minimisant la crise devant les caméras de télévision, que nous cachent-ils réellement sur l'imminence du désastre ? C'est ici que je dois vous parler de la confiance et du poids de nos institutions. Il y a un pacte silencieux entre l'État et le citoyen. L'État est censé informer et protéger. Mais dans les moments de crise absolue, la préservation de l'institution passe toujours avant la transparence envers le peuple. Quand vous voyez des diplomates détruire des documents confidentiels et fuir des ambassades dans l'urgence, vous assistez à la vraie nature des relations internationales. Une panique organisée où la vérité est la première victime de la guerre. Les dirigeants n'avertissent jamais les peuples avant que la tempête ne frappe, car la panique des masses est plus terrifiante pour eux que les missiles ennemis. Cette rétention d'informations, ce décalage monstrueux entre le discours rassurant et la fuite précipitée des élites, devrait tous nous faire réfléchir sur la véritable valeur que le pouvoir accorde à nos vies. Nous sommes seuls face à ces événements gigantesques, et notre vigilance est notre unique bouclier. Et comme si ce chaos ne suffisait pas, les alliances historiques elles-mêmes commencent à se fracturer sous la pression insoutenable de ces événements. Des rapports provenant des médias américains révèlent aujourd'hui que Donald Trump a été profondément surpris, et même furieux, par la nature des attaques israéliennes contre les infrastructures pétrolières de l'Iran. L'Amérique reproche désormais à Israël d'avoir franchi une ligne rouge inacceptable, craignant que cela ne déclenche des représailles encore plus dévastatrices. Les officiels israéliens ont pourtant affirmé avoir prévenu les forces américaines à l'avance, mais l'état-major américain se dit extrêmement choqué par l'ampleur et la violence des destructions ciblées par Israël. Un responsable américain a même déclaré aux journalistes que Washington considérait ces frappes comme une très mauvaise idée. Et la réponse côté israélien en dit long sur la détérioration de leurs relations. Un responsable israélien, stupéfait par la réaction américaine, s'est exclamé face à la presse. De quoi diable parle-t-il ? Nous assistons aux premières fissures visibles et publiques entre l'Amérique et Israël concernant la gestion de ce conflit. L'alliance inébranlable vacille. Et c'est précisément ce qui m'effraie le plus. Si l'Iran, sous l'impulsion de Mojtaba Khamenei, lance l'intégralité de son arsenal pour réduire Israël en cendres, et que les États-Unis commencent à prendre leur distance ou à hésiter, que va-t-il se passer dans la tête de Benjamin Netanyahou ? Si le système de défense israélien s'effondre sous des pluies ininterrompues de missiles iraniens, si les sirènes ne s'arrêtent plus de hurler et que les bâtiments s'effondrent, je suis convaincu que Netanyahou est l'homme capable de tirer le frein d'urgence de la pire des manières. De tous les dirigeants mondiaux actuels, c'est lui que j'estime le plus enclin à utiliser l'arme nucléaire s'il sent que l'existence même de son pays est menacée de destruction imminente. Imaginez la scène. Un Israël acculé, sans soutien inconditionnel de l'Amérique, sous le feu écrasant de la vengeance iranienne. Dans une telle situation de survie ultime, l'hypothèse de voir Netanyahou appuyer sur le bouton le plus dangereux de l'histoire de l'humanité n'est plus un fantasme d'écrivain, c'est une probabilité glaçante. Bien sûr, tout cela relève des scénarios d'anticipation pour les jours terrifiants qui viennent, mais il y a des conséquences bien réelles, immédiates, qui vous touchent déjà aujourd'hui. Laissez-moi vous parler de ce qui se passe loin des champs de bataille militaires, dans l'arène tout aussi brutale de l'économie mondiale. L'onde de choc de ces bombardements a percuté de plein fouet l'artère vitale de notre monde moderne, le pétrole. Le Koweït vient d'annoncer officiellement l'arrêt de sa production destinée à l'exportation. Le Qatar a lancé un avertissement apocalyptique.
Le prix du baril de pétrole pourrait atteindre 150 $ d'ici quelques semaines. Le Koweït a dû réduire sa production sur plusieurs gisements pétroliers, simplement parce qu'il n'y a plus de capacité de stockage disponible en raison du blocage persistant et militaire du détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz, cette minuscule artère par laquelle transite un tiers du pétrole mondial, est devenue une zone de guerre impraticable. En conséquence, le Koweït réduit ses capacités de raffinage à un niveau qui couvre uniquement les besoins de sa propre population. En d'autres termes, ce pays clé ferme les vannes pour le reste de la planète. Les répercussions sur les marchés boursiers ont été instantanées et d'une violence inouïe. Hier encore, le prix du baril de pétrole oscillait autour de 94 $. Ce matin, en me réveillant, il avait déjà bondi à 114 $. Rappelez-vous qu'avant le début de cette guerre, le prix stagnait paisiblement à 65 $. Nous assistons donc en direct à un doublement du prix du sang de notre économie en l'espace de seulement 2 semaines. Je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà serré les dents en voyant les prix à la pompe atteindre des sommets indignes la semaine dernière, mais je dois vous prévenir. Si cette escalade infernale se maintient, vous allez voir l'essence dépasser allègrement les 3 € le litre d'ici quelques jours, et cela ne s'arrêtera pas là. Cette guerre n'est pas qu'un spectacle tragique lointain. Elle a des répercussions écrasantes sur l'économie globale. Aucun pays, aucune famille ne sera épargné. La preuve, c'est que le premier pays a déjà décrété l'état d'urgence économique à cause de cette crise. Les Philippines viennent d'annoncer des mesures d'austérité drastiques, rationnement de l'électricité, interdiction des voyages d'affaires non essentiels. Face à l'explosion des coûts énergétiques liés directement à cette guerre au Moyen-Orient, le gouvernement de Manille impose temporairement 1 semaine de travail de 4 jours pour de nombreuses administrations publiques. Et croyez-moi, les Philippines ne sont que le canari dans la mine de charbon. Un pays après l'autre va suivre. Les chaînes d'approvisionnement mondiales vont se paralyser. Les analystes économiques commencent alors déjà à prononcer le mot que tout le monde redoutait. Une récession mondiale violente et foudroyante. Jusqu'où la machine économique mondiale peut-elle s'effondrer avant que nos propres vies, nos emplois, notre pain quotidien ne soient totalement engloutis par cette guerre lointaine? C'est là que réside une leçon amère sur notre responsabilité civique et notre perception de la paix. Nous avons grandi dans l'illusion confortable que les frontières nous protégeaient, que les guerres lointaines n'étaient que des images abstraites sur un écran de télévision. Nous avons construit des sociétés basées sur l'hyperconnexion économique tout en ignorant l'hyperfragilité de ce système. Un missile qui s'écrase dans le désert iranien dicte aujourd'hui la capacité d'une mère de famille à chauffer sa maison ou d'un ouvrier à se rendre à son travail. C'est le prix de notre indifférence collective. Nous ne pouvons plus nous permettre d'être de simples spectateurs passifs de la géopolitique, car l'ignorance n'est plus une option de confort. Comprendre ces enjeux, observer ces dynamiques de pouvoir, c'est la première étape pour exiger de nos propres dirigeants des stratégies de résilience, au lieu de les laisser nous entraîner dans l'abîme par leur complaisance. J'ai une crainte profonde, une peur viscérale que la situation doive empirer de manière catastrophique avant que Donald Trump ou toute autre force mondiale ne se décide enfin à tirer la sonnette d'alarme et à stopper ce commando suicide géopolitique au Moyen-Orient. Je vous le dis avec la plus grande sincérité, nous sommes arrivés au point de rupture exact où cette guerre échappe à tout contrôle rationnel. D'un côté, un nouveau dirigeant iranien ivre de douleur et de vengeance qui lance des attaques massives, fort du soutien inconditionnel de ses armées radicales. De l'autre, des tensions grandissantes entre l'Amérique et un Israël acculé, prêt à tout pour survivre. Et au milieu, une économie mondiale qui vacille au bord du précipice. Si ce conflit monte encore d'un cran, l'emploi de l'arme nucléaire passera du statut de cauchemar théorique à celui de réalité terrifiante. Nous nous tenons sur la crête d'un volcan en éruption. L'histoire humaine est un éternel recommencement de cycles de paix et de destruction massive, guidés par les mêmes passions tristes, l'orgueil, la vengeance et la soif inextinguible de pouvoir. Les événements que nous vivons aujourd'hui ne sont pas de simples anomalies. Ils sont le reflet brutal de la nature humaine lorsqu'elle est laissée sans garde-fou, consumée par la haine. Ils nous rappellent que la paix n'est jamais un acquis éternel, mais un édifice fragile qu'il faut protéger chaque jour avec vigilance. Face à l'imminence du chaos, face au spectre d'une guerre qui pourrait engloutir notre modernité, il est de notre devoir de rester éveillés, d'analyser chaque information avec lucidité et de nous préparer aux ondes de choc qui vont inévitablement remodeler notre quotidien. La véritable force ne réside pas dans l'ignorance rassurante, mais dans le courage de regarder l'abîme en face pour mieux s'en éloigner. Prenez soin de vous, restez attentifs au tumulte de ce monde, et n'oubliez jamais de questionner la réalité que l'on tente de vous imposer.